Bonjour et bienvenue dans la prépa concours prof de sport, le podcast proposé par le CREPS Bourgogne-Franche-Comté et dédié à la préparation des concours du professorat de sport. Je m'appelle Florent Gobard, je suis formateur, responsable du site de Besançon du CREPS Bourgogne-Franche-Comté et j'interviens depuis plusieurs années dans l'accompagnement des candidats au concours, à l'écrit comme à l'oral. À travers cette série de podcasts, l'objectif est simple. Vous aider à comprendre les attentes du concours, à structurer votre travail et à sécuriser votre préparation avec des apports méthodologiques, des repères institutionnels et des conseils concrets. Chaque épisode aborde une étape clé du parcours du candidat. Bonne écoute et bonne préparation. Épisode 2, l'écosystème. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet d'une complexité folle. L'organisation du sport en France. On a tous l'image des athlètes, des stades, mais derrière, il y a une architecture institutionnelle, un véritable millefeuille. Ah oui, un millefeuille, c'est exactement le mot. Ça régit tout, du club de judo de quartier jusqu'au podium olympique. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a une pile de documents assez passionnants. Des comptes rendus, des présentations d'experts qui sont vraiment au cœur du réacteur. Oui, on a les perspectives de directeurs de services de l'État, d'historiens, de conseillers techniques sur le terrain. Des responsables des collectivités locales aussi. Bref, une immersion totale dans les coulisses. Et notre mission, c'est de comprendre la logique de cette machine. Qui tire les ficelles ? Qui finance quoi? Mais surtout, on va se poser une question qui va nous suivre tout au long de notre discussion. Avec tous ces rouages, ce système est-il assez agile pour répondre aux défis de demain? Voilà, c'est ça la vraie question. C'est parti pour une plongée pour comprendre comment fonctionne, ou parfois dysfonctionne, l'écosystème du sport en France. Alors pour commencer, partons du sommet. Le cerveau de la machine, l'État. Oui, Au centre de tout, on a la direction des sports, au sein du ministère. Et son rôle, d'après nos sources, c'est pas seulement de signer des chèques. non, loin de là. Elle est censée piloter les grandes orientations, impulser des projets, comme la fête du sport. Mais son rôle, c'est surtout d'animer les réseaux. Animé, c'est-à-dire? C'est connecter des mondes qui, en fait, ne se parlent pas toujours. Les fédérations, les élus locaux, les associations. C'est un rôle de chef d'orchestre, si vous voulez. D'accord. Mais pour que la musique se joue, il faut que cette impulsion nationale se traduise sur le territoire. Et là, on a une organisation à 2 niveaux. Ah, c'est là que les fameux acronymes entrent en jeu, j'imagine. Exactement. Il faut les voir comme des relais. Au niveau régional, on a les DRAGES. DRAGES. Pensez à eux comme les architectes d'un grand bâtiment pour toute la région. Ce sont eux qui reçoivent les grands budgets du ministère et qui décident de la répartition de l'argent. C'est eux qui tiennent les cordons de la bourse, en quelque sorte. C'est un peu ça. Ils coordonnent les grandes politiques et ils habilitent aussi les organismes qui forment les futurs coachs. Et alors, sur le terrain, pour la construction, qui s'en occupe? Ça, c'est le 2e niveau, les SDJS, au niveau départemental. Eux, ce sont les chefs de chantier. D'accord. Ils s'assurent que chaque brique est bien posée. Ils sont au contact direct des clubs, ils vérifient la sécurité des colonies de vacances, gèrent le service civique. C'est vraiment le bras armé de l'État sur le terrain. Ok. Mais en lisant les notes, je suis tombé sur un détail qui m'a frappé. C'est peut-être la faille cachée du système. Cette fameuse double tutelle. Ah, vous mettez le doigt sur un point de complexité majeure. C'est ça. Imaginez avoir 2 patrons qui n'ont pas forcément les mêmes priorités. Oui, Ces DGRS et SDGS dépendent à la fois du recteur d'académie, pour le côté hiérarchique, et du préfet, pour le côté fonctionnel. Concrètement, ça veut dire qu'un projet peut être validé par l'un et freiné par l'autre, non? c'est tout à fait ça. C'est une source de tension intégrée au cœur de la machine. Sur le papier, la collaboration est la règle. Dans les faits, ça peut créer des blocages. Les priorités du ministère de l'Éducation nationale ne sont pas toujours les mêmes que celles du ministère de l'Intérieur, représenté par le préfet. C'est une des subtilités de l'administration française, quoi. Voilà. Donc on a un cerveau étatique qui est déjà bien complexe. Mais le sport, ce n'est pas que l'État. Il y a une autre force qu'on pourrait appeler l'âme du système. Le mouvement sportif lui-même. Exactement. Incarné par le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. Absolument.
Le CNOSF, c'est un peu le parlement du sport français. Il fédère 111 fédérations. 111, c'est énorme. Oui, olympique ou non, ça va du foot au jeu d'échecs. Et son rôle est double. C'est-à-dire? D'un côté, c'est l'ambassadeur du sport français auprès du Comité international olympique. Il porte les couleurs de la France. Et de l'autre, et ça c'est fondamental, il est l'interlocuteur principal du monde sportif auprès des pouvoirs publics. Donc quand le gouvernement veut parler au sport, il appelle le président du CNOSF. D'accord. Mais pour être sûr de bien comprendre, le CNOSF est l'interlocuteur des pouvoirs publics, mais il reçoit en même temps d'importantes subventions de ces mêmes pouvoirs publics. Comment est-ce qu'il garantit son indépendance dans ce cas? Ça peut créer des situations un peu ambiguës, non? C'est tout l'enjeu de son équilibre. Il doit en permanence naviguer entre la défense des intérêts de ses fédérations et le maintien de bonnes relations avec l'État, qui reste son principal financeur. Il a aussi un rôle moins connu, mais essentiel, celui de conciliateur. Ah oui, en cas de litige dans le monde du sport, avant d'aller au tribunal, on passe souvent par la conciliation du CNOSF. C'est bon à savoir. Et à côté de ce géant, il y a son homologue, le Comité paralympique et sportif français, le CPSF. Oui. Les sources nous rappellent son origine, qui est vraiment poignante. Oui, c'est une histoire qui donne du sens. Le mouvement est né de l'initiative d'un neurologue en 1948. 48, juste après la guerre. Exactement. Il cherchait à rééduquer par le sport les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. C'était une vision thérapeutique, réparatrice. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, la mission a évolué, bien sûr. Le CPSF a la charge de constituer l'équipe de France pour les Jeux paralympiques, mais sa mission la plus vaste, c'est de développer la pratique pour toutes les personnes en situation de handicap. Et comment ils font ça concrètement? Ce n'est pas qu'un vœu pieux. Non, ils ont des outils très pratiques. Par exemple, le programme Club Inclusif, il ne se contente pas de donner un label, il forme les clubs à mieux accueillir ce public, à adapter leurs infrastructures, leur pédagogie. C'est de la formation concrète. Tout à fait, ou encore ils ont une plateforme en ligne, Trouver ton parasport, qui permet à une personne de trouver un club adapté près de chez elle. C'est du service direct. D'accord, donc on a l'État, le mouvement olympique et paralympique, mais j'imagine que pour un club de hand à Montpellier, les décisions du CNOSF à Paris, ça semble bien lointain. Ah oui, c'est un autre monde. Le vrai nerf de la guerre, au quotidien, ça doit être le maire, non? Vous pointez vers le moteur financier du système. Nos documents sont formels. Les collectivités locales, communes en tête, sont les premiers financeurs du sport en France. Ah oui, à ce point. L'exemple de Montpellier est frappant. La ville dépense 96 € par habitant pour le sport. C'est 7% de plus que la moyenne nationale. C'est un vrai choix politique. Exactement. Et ça se voit dans des investissements très visibles. Les notes mentionnent la construction du plus grand skatepark d'Europe, financé à 88% par la ville. Sans la commune, ce projet n'existerait tout simplement pas. Voilà. C'est le rôle central des mairies. Créer et entretenir les gymnases, les piscines, les terrains, tout ce qui est utilisé au quotidien par les associations. Et les régions dans tout ça. Leur rôle a été renforcé, il me semble. Oui, depuis la réforme de 2016. Elles ont récupéré la propriété d'établissements clés comme les CREPS. D'accord. On voit dans les documents l'exemple de la région Bourgogne-Franche-Comté. Sa politique est très claire. Soutenir les ligues régionales, les structures de haut niveau, mais aussi corriger les inégalités territoriales C'est-à-dire? pour qu'un jeune d'une zone rurale ait les mêmes chances qu'un jeune de la métropole. Et un chiffre illustre bien leur philosophie. 95% de leur budget sport est alloué via des subventions aux associations. Ah, c'est intéressant. Ce qui veut dire qu'elles ne construisent pas forcément elles-mêmes, mais qu'elles donnent les moyens aux acteurs de terrain d'agir. C'est une philosophie de confiance. Exactement. Elles agissent un peu comme des investisseurs qui parient sur l'énergie du tissu associatif local. Alors on a les grandes structures, mais ce système est aussi peuplé de spécialistes, de cellules nerveuses qui font des choses très précises. Parlons d'abord de ces fabriques de champions, les CREPS. Les CREPS, oui. Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Tout un programme. C'est ça. Ce sont des établissements publics où l'on fait deux choses. On forme les futurs champions, les sportifs de haut niveau, et on forme ceux qui vont les encadrer, les futurs pros du sport. C'est le cœur du réacteur de l'excellence. Exactement. Et à côté d'eux, une structure plus récente a émergé, les maisons régionales de la performance, les MRP. Alors attendez, quelle est la différence? Ce n'est pas un peu un doublon? Non, leur mission est complémentaire et plus ciblée. Là où le CREPS se concentre sur l'entraînement, la technique, la MRP s'occupe de l'humain derrière l'athlète. C'est-à-dire? Elle se concentre sur l'accompagnement socio-professionnel, ce qu'on appelle le double projet. Ah, le fameux double projet. Comment réussir sa carrière sportive et préparer sa vie d'après, ses études, son insertion professionnelle. En lisant les notes, je suis tombé sur un statut qui m'a vraiment surpris.
celui des CTS, les conseillers techniques sportifs. C'est un concept presque unique au monde, non? Ah oui, c'est très particulier. Un agent de l'État payé par le ministère, mais qui travaille pour une fédération. Ça ne crée pas des conflits de loyauté, ça? C'est une excellente question et c'est toute la complexité du poste. Le CTS est un fonctionnaire, mais il est mis à disposition et travaille sous l'autorité du directeur technique national de sa fédération. C'est un équilibriste, en fait. C'est ça, Jérôme Gardon de la Fédération de rugby le décrit parfaitement dans une des interventions. Il se voit comme un point de jonction. Il doit traduire les politiques publiques de l'État sur le terrain, tout en appliquant la stratégie de sa fédé et en aidant les projets des clubs. C'est un coordinateur, un formateur, un développeur. Un vrai couteau suisse au service du sport. Et pour garantir que tout ce monde joue selon les règles, il y a un gendarme indépendant, l'AFLD. L'Agence française de lutte contre le dopage, une institution fondamentale pour la crédibilité de l'ensemble. Ils sont efficaces. Il réalise environ 12 000 contrôles par an, en compétition, mais aussi hors compétition, de manière inopinée. Et depuis 2021, elle a aussi des pouvoirs d'enquête. D'accord. Et son action repose sur un principe juridique extrêmement fort, la responsabilité objective. La responsabilité objective, c'est-à-dire? En clair, l'athlète est jugé responsable de toute substance interdite trouvée dans son organisme, qu'il y ait eu intention de se doper ou simple négligence. Mais c'est terrible. La charge de la preuve est inversée. C'est à l'athlète de prouver son innocence. C'est une dureté incroyable. La moindre erreur, une contamination alimentaire, un complément mal vérifié. Et une carrière peut être brisée. C'est le grand débat. Les sources ne détaillent pas de cas individuels, mais elles soulignent que cette sévérité est le prix à payer pour maintenir un semblant d'équité dans la compétition. C'est un choix de société, en somme. Un choix permanent entre la protection de l'éthique sportive et la présomption d'innocence de l'athlète. On a parlé de subventions de l'État, des régions, des communes. Tout cet argent public qui irrigue le système. Quel est le deal? Sur quelle base une association sportive peut-elle prétendre à cet argent? Ah, on arrive au cœur du modèle. Nos documents insistent sur un concept juridique clé, la notion d'intérêt général. C'est la pierre angulaire, le critère absolu. Pour recevoir 1 euro d'argent public ou obtenir un agrément de l'État, une association doit prouver que son action sert la collectivité tout entière. C'est une sorte de contrat de confiance. Et comment on le prouve, ça? Il y a une sorte de checklist avec 4 critères principaux. Alors imaginons que je veuille créer un club. Qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, prouver que votre club est ouvert à tous, sans aucune discrimination. Logique. Deuxièmement, que sa gestion est désintéressée, c'est-à-dire que les dirigeants doivent être bénévoles, ils ne s'enrichissent pas personnellement. D'accord, le bénévolat. Troisièmement, que son fonctionnement est démocratique, avec une assemblée générale, des élections. Ok. Et les quatrièmes? Quatrièmement, si vous avez des activités commerciales, une buvette, la vente de maillots, leurs revenus doivent rester marginaux dans votre budget. Donc, pas de but lucratif déguisé. Exactement. Si vous cochez ces 4 cases, vous êtes éligible. C'est ce qui légitime que l'argent de nos impôts aille à ces associations. Parce qu'elles bénéficient à la société, pas à des intérêts privés. C'est l'essence même du modèle sportif associatif français. Alors si on essaie de résumer, au fond, l'image qui reste, c'est celle de cette architecture incroyablement complexe, ce fameux millefeuille. Oui, où l'État, le mouvement olympique, les collectivités et des milliers d'associations doivent collaborer. Un système qui a une longue histoire, marqué par des figures comme Maurice Herzog dans les années 60, qui a vraiment structuré le sport de haut niveau. C'est une machine qui est aussi en constante évolution, qui essaie de s'adapter. La création de l'Agence nationale du sport en 2019, par exemple, visait à moderniser la gouvernance. Pour donner plus de voix au mouvement sportif, c'est ça? Oui, dans les décisions. Même si, comme le soulignent nos sources, cette nouvelle strate a été accueillie assez froidement par la Cour des comptes. Ah oui, pourquoi? Elle y a vu une complexification supplémentaire plutôt qu'une simplification. On ajoute une couche au millefeuille. Un peu ça, oui. Ce qui nous ramène à notre question de départ sur l'agilité du système. Et ça m'amène à notre pensée finale. Je vous écoute. On entend beaucoup de critiques aujourd'hui sur l'héritage des Jeux de Paris 2024, qui serait décevant en termes d'augmentation du nombre de licenciés. C'est un sujet sensible, en effet. Et quand on apprend dans nos sources que la durée de vie moyenne d'un ministre des Sports est de seulement 2 ans et demi, on est en droit de se demander, est-ce qu'un système si lourd, avec des pilotes qui changent si souvent, peut vraiment répondre aux grands défis comme la lutte contre la sédentarité ou l'adaptation des pratiques au changement climatique? C'est la question à 1 million.
Est-ce que ce millefeuille, avec ses contre-pouvoirs et ses logiques parfois contradictoires, est une garantie de stabilité, de démocratie, ou est-ce que sa complexité même est devenue le principal frein à sa propre réforme, le rendant incapable de bouger assez vite face à l'urgence des enjeux? La question reste ouverte, et elle est vertigineuse.